Salut tout le monde. On va revenir pour une vidéo de présentation d'un jeu que j'ai eu gracieusement, puisque j'écris quelques articles pour le site rpgjeuxvideo.com et donc on m'a fourni un accès à la bêta du jeu The Shieldwall Chronicles en me demandant d'en faire une présentation. C'est ce que je vais faire avec plaisir. Donc qu'est-ce que ce jeu, qu'est-ce que Shieldwall Chronicles? Donc Shieldwall Chronicles, c'est un jeu de combat tactique, alors uniquement de combat tactique, vous allez voir, il n'y a rien d'autre sur ce jeu. Donc évidemment, on pourrait imaginer un côté jeu de rôle, etc. Mais en réalité, il n'y en a pas vraiment, mais on le verra assez rapidement. Alors donc sur ce jeu, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va donc partir de combat tactique en combat tactique. Donc les combats tactiques se résolvent relativement à la façon... Alors je dis bien relativement parce que c'est quand même pas tout à fait pareil. À la façon, par exemple, dans Expédition Conquistador ou dans Expédition Viking. Et donc on va être dans quelque chose qui est relativement connu. Donc c'est un jeu qui est édité par Wavelight Gaming, petit studio, et donc voilà, on me demande de le tester. Le jeu sort le 17 décembre. Alors pour y avoir passé un petit peu de temps, pas trop non plus, mais un petit peu de temps, c'est un jeu qui, à mon sens, devrait peut-être pas sortir tout de suite, mais on verra ça en conclusion. Alors, on va commencer par faire une nouvelle partie. On va partir sur le deuxième slot, parce que le premier slot, c'est là où j'avais fait mes premiers tests sur ce jeu. Je m'imaginais que c'était un jeu de rôle, hein, vous voyez, un peu à la façon d'un Conquistador ou Viking, avec balade, exploration, etc. Et non. Vous devez d'abord choisir 6 héros pour votre groupe. Donc les héros, vous avez la ligne du haut, les hommes, la ligne du bas, les femmes. Les hommes et les femmes ont rigoureusement la même chose, hein, les mêmes compétences, les mêmes caractéristiques. Prenez par exemple Eric Sunfire, il a ces compétences-là. Et son pendant féminin, Elsa Brightlands, elle a exactement les mêmes compétences. Donc je pourrais revenir sur tous les personnages. On va pas forcément le faire. Eric Sunfire, c'est une espèce de paladin, donc c'est une espèce de mec qui se bat à la deux mains et qui peut éventuellement faire appel à la magie du soleil. Girard of Templeton, c'est le Templier, donc c'est un mec qui est guerrier, un peu tout terrain. Vous avez Alduen de Northwood, qui est un guerrier à la lance, donc il peut faire assez mal avec sa lance. Flarine de Rosewood, lui c'est plutôt un guerrier, c'est un mec un peu versatile, il peut lancer des bombes, il peut attaquer au cac, il peut débuffer les ennemis. Nous avons Eanred of Dunketh, qui est l'archer. Alors je ne vais pas vous mentir, cet archer je l'ai trouvé totalement pourri. Grimnir Giritson. Lui c'est vraiment, c'est le nain, hein, c'est le mec un peu tanky, hein, vraiment. Donc lui de toute façon je vais le prendre parce que c'est vraiment un perso très très intéressant. Pever Cormac, donc c'est un clerc. Le clerc va faire beaucoup de buff et de heal. Le clerc, notez qu'il commence avec une lance, donc il va pouvoir attaquer à 2 cases, c'est assez pratique. Donc la clérique je la prendrai. Nous avons l'assassin, qui, comme on peut l'imaginer, est un DPS CAC, hein, il va avoir des chances de faire des dégâts de poison ou des dégâts de plus de coups critiques. Vous avez, dès que j'ai récupéré ma souris, nous aurons... Ah, sauf s'il s'avère que ma souris n'a plus de batterie, auquel cas évidemment, ça va pas le faire. Alors... Nous aurons Shadow Elf, Eldrosso Vicar. Le Shadow Elf, c'est quelqu'un qui a l'air assez intéressant. Je pense que j'en prendrai un à la place de l'archer cette fois-ci. Donc la personne peut faire une attaque de missile. De base, la personne, elle a des dégâts en mêlée et des dégâts en range. En range, elle fait 5 à 11 de dégâts. L'archer fait 6 à 15 de dégâts. Donc l'archer tape clairement plus fort en range. En attaque skid, il a 75.
Et la 75, elle fait moins mal en range. Par contre, 30% de crit. Attaque range 6. Lui, 5% de crit. Hein, attaque range 8. Donc elle est... La personne donc a une arbalète. Là, on la voit pas parce qu'elle n'est pas modélisée. Là, on la voit l'arbalète si on prend une version féminine de la personne. Et somme toute, on se demande si on préférait pas ne pas voir l'arbalète en fait. Hein. Donc on aura Halgrim Balk qui a l'air d'être un... C'est un Ulfnedar. Ça a l'air d'être un bourrinos. Donc il a Shield Bash, Battle Fury. Donc ça a l'air d'être un berserker. Forme de loup. Bannière de guerre. Elle redonne du moral aux ennemis à proximité. Le moral permet de toucher plus facilement. Et également le moral permet d'éviter la panique. Attaque berserker. Tu fais une attaque contre toutes les unités adjacentes. Et ça fait assez mal. Je prendrai certainement un comme ça pour... aller avec le nain. Un berserker. Je l'ai pas pris sur la première partie. Ensuite, je prendrai un clair. Est-ce que je prends un mage? J'ai été extrêmement déçu par le mage sur son premier test. J'avais pris celui-ci. Lui, c'est une espèce d'archer qui a des compétences... de magie. Alors les compétences de magie pour en lancer une, maximum 2 par combat. Ces compétences de magie font des dégâts très faibles. Par exemple la boule de givre c'est dégâts 5 à 15. Alors c'est sympa, mais c'est un peu pourri 5 à 15 parce que les ennemis vont avoir dans les 30 PV. Vous faites 7 ou 8 en dégâts, c'est cool, mais c'est pas extraordinaire. On peut essayer. Warlock. Ou si on veut un mage, plutôt un Celestial Mage. Ouais, c'est un Celestial Mage, on va voir. Hein. Je vais prendre donc un Celestial Mage, je vais prendre l'arbalétrier. Et en dernier... Est-ce que je veux un assassin ou est-ce que je veux un templier? Un mec à la lance. Je ne saurais dire. C'est juste pour montrer les débuts de la partie. Alors on va prendre éventuellement... Enfin l'assassin il a vraiment pas de vie quoi. Il a beaucoup de points d'action. On va prendre un mec à la lance, on va voir. Hein. On va prendre l'arbalétrière, enfin l'arbalétrier. Et on va prendre la mage céleste. Et on va continuer avec ce groupe. Donc le groupe n'est pas définitif. À n'importe quel moment du jeu, vous pouvez cliquer sur le bouton Manage Team. Et à ce moment-là, vous pouvez, c'est écrit, vous pouvez remplacer l'un de vos groupes avec un nouveau membre. Ses points d'expérience, le niveau de personnage, l'équipement et les boosts aux stats vont se transférer vers le nouveau membre. Toutefois, ce membre doit avoir de la place dans son sac à dos pour mettre les armes et équipements du membre qu'il remplace, parce que très probablement qu'il ne pourra pas utiliser le même stuff. Alors nous avons ici ce groupe de 6 personnages. Très bien. Donc on va faire campagne. Hein. Alors voici comment se passe le côté jeu de rôle entre les combats. Donc ce jeu va être une succession de deux étapes. La première étape, un texte de quelques lignes qui vous explique ce qui se passe. La deuxième étape, ce sera le combat. Vous menez un petit groupe de mercenaires dont le seigneur a été tué récemment. En tant que tel, vous vous retrouvez sans employeur. Ayant entendu parler de tensions qui se précisent entre les elfes et les humains dans les royaumes du Nord, vous décidez de vous y rendre en espérant y trouver un bon travail.
Il y a une caravane qui part vers le nord et elle cherche des gardes. Il est probable qu'ils vous recrutent. Alors que vous approchez de l'emplacement de la caravane, l'instructeur des gardes de la caravane vous appelle. Et là, vous arrivez en combat. Donc en réalité, c'est le premier combat entre guillemets d'instruction. Qui n'a rien d'instruction d'ailleurs. Alors ce jeu a un tutoriel, oui, mais qui n'explique rien. Alors voilà, donc pour chaque combat, ça commence par un écran avec l'histoire et l'objectif. Histoire. Alors que vous entrez sur le terrain d'entraînement, vous voyez 4 guerriers qui ont l'air tout à fait compétents devant vous. Yaegin, écu de Shen, le propriétaire de ce terrain d'entraînement, vous dit que ce sont ses meilleurs guerriers. Il veut que vous les défiez et il a placé un pari sur le fait qu'ils vont vous battre. Vous tenez prêt. Objectif, vaincre tous les ennemis, au moins un membre du groupe doit survivre. Oui, bah de toute façon, si tout ton groupe meurt, je vois pas comment tu peux tuer tous les ennemis. Non, je ne te demandais pas de faire ça, l'ami. Donc on va appuyer sur le bouton reset. Alors, comment se présente le combat? Bah, comme je vous ai dit, hein, ça ressemble à du expédition. Viking, conquistador, comme vous voulez. Donc, on a notre groupe de personnages ici. En face, ou pas forcément en face, un peu partout ailleurs sur le champ de bataille, nous avons les ennemis. Nous avons des éléments de décor qui fournissent des éléments de couverture. Nos personnages possèdent des points d'action. Et il possède des attaques. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il? Pour ça, on va aller sur la fiche de personnage, car il n'y a pas vraiment de tooltip sur ce jeu. Vos personnages sont définis par pas mal de choses. La première chose, c'est le nombre d'attaques par round. Mon ami Lulfnedar a 2 attaques par round. Il peut se déplacer de 5 cases. Donc le déplacement, c'est la zone verte sur le jeu. Quand il tape, s'il touche, il inflige 9 à 18 points de dégâts. En compétences d'attaque, il a 101. Les compétences d'attaque varient de 0 à 200. Et elles sont utilisées, elles sont déterminées pour calculer les chances de toucher. La chance de toucher, c'est votre compétence d'attaque moins l'évasion de la cible, moins le bonus de couverture de la cible. Vous ne pouvez pas avoir moins de 15% de chance de toucher, vous ne pouvez pas avoir plus de 85% de chance de toucher. Donc par exemple, j'ai 100 en attaque skill, si un adversaire a 20 en évasion, j'aurai 81% de chance de toucher. Attaque range, bah 1, c'est-à-dire que je ne peux attaquer que les gens qui sont dans la case juste autour de moi. J'ai 18% de chance de critique, j'ai 0% de chance d'infliger un poison quand je touche, 30% de chance de stun. Le stun empêchera l'ennemi d'utiliser des capacités spéciales pendant son tour. J'ai 40% de chance d'aveugler l'ennemi. De faire saigner l'ennemi, ce qui fera un dot. Alors, quand je dis 40%, en fait, c'est des pourcents, mais façon Darkest Dungeon. C'est-à-dire que le pourcent réel, au final, c'est ton score moins la résistance de l'adversaire. Donc j'ai 40 en bleed, si l'adversaire a 20 en résistance au bleed, en réalité, j'aurai 20% de chance de le faire saigner. Et j'ai 0% de façon de l'aveugler. À distance, j'ai 0, parce que j'ai pas d'attaque à distance. Et en résistance, j'ai 40 contre le poison, 30 contre le saignement, contre le stun, pardon, 35 contre le saignement et 20 contre l'aveuglement. J'ai droit à 2 contre-attaques par round. Les contre-attaques, c'est très simple. Quand quelqu'un vous attaque, vous contre-attaquez à la distance de cette personne si vous le pouvez. C'est-à-dire que par exemple, si un archer tire sur un autre archer, eh ben, l'archer qui s'est fait tirer dessus peut contre-attaquer à distance. Par contre, si vous êtes au cac, avec une arme qui n'a pas de distance, hein, genre attaque range 1, si un archer vous tire dessus, à moins qu'il soit au cac et qu'il vous foute un coup d'arc, mais si la distance qui vous tire dessus, vous ne pouvez pas contre-attaquer, bien évidemment. Par contre, si vous avez un mec avec une lance qui peut attaquer à 2 cases et qui tape sur un archer, l'archer contre-attaquera avec une attaque à distance. L'armure. Alors, l'armure réduit les dégâts. C'est une réduction des dégâts fixes. Tu as 5 en armure, tu réduis les dégâts de 5. Donc si le mec en face te fait 12 en dégâts, bah tu prends 7. L'évasion, c'est ce qui se retire de l'attaque skill de l'adversaire
pour déterminer ses chances de toucher. Donc si l'adversaire a 60 en attaque skill avec 12 en évasion, ça fera 48% de chance qu'il te touche. Résistance au coup critique. Alors les chances de coup critique sont égales à critical chance de l'adversaire, enfin de l'attaquant, moins critical resistance du défenseur. Donc toi tu as 18 en critical chance, 18 en critical résistance. Donc si jamais ton frère jumeau te tapait dessus, en critique, bah, il y aurait 0. Alors bien sûr tu ne peux pas avoir moins de 15% et plus de 85%, donc en réalité tu aurais quand même 15%. Moral 85. Le moral commence normalement à 50. Normalement. Peut-être que certaines classes n'ont pas 50. Le principe du moral, c'est que tant que tu as entre 40 et 60, le moral n'a aucun effet. Si tu as moins de 40 en moral, pour chaque point en dessous de 40, tu vas avoir 1% de chance de toucher en moins. Et pour chaque point de moral que tu as au-dessus de 60, tu as 1% de chance de toucher en plus. Si ton moral devient négatif, ton personnage panique. La personne qui panique est incapable d'utiliser des capacités spéciales pendant 2 tours. Donc le moral change beaucoup en jeu. Le moral, vous en gagnez quand vous faites des dégâts à un adversaire ou quand vous voyez un adversaire proche, c'est-à-dire à moins de 5 tuiles, mourir. Il baisse quand quelqu'un dans votre groupe prend des dégâts ou quand un de vos compagnons est mis à terre. Là encore, dans un rayon de 5 cases. Et ça descend du coup très très vite. Nous avons Bloodlust, la soif de sang. La soif de sang, c'est très utile pour les gens qui vont faire de gros dégâts et qui vont achever les adversaires. À chaque fois que vous achevez un adversaire, vous regagnez des points d'action égaux, enfin qui sont déterminés aléatoirement. Et la valeur que vous gagnez est comprise entre 0 et votre quantité de Bloodlust. Si vous avez 85 en Bloodlust, quand vous tuez un adversaire, vous regagnez des points d'action. Un nombre aléatoirement déterminé entre 0 et 85. Si vous avez 10 en Bloodlust, vous gagnez entre 0 et 10 points d'action. C'est pas pareil. Et l'intimidation, par contre, il n'y a aucun tooltip, donc impossible de vous dire ce que c'est. Donc les points d'action, qu'est-ce que c'est? Les points de vie. Donc en rouge, vous avez les points de vie. Bah, les points de vie, on ne présente pas. Hein. Vous arrivez à 0, vous êtes mort. Enfin, le personnage ne meurt pas, techniquement. Mais à la fin du combat, il gagne 0 XP si il est mis au sol. En bleu, ce sont les points d'action. Points d'action, chaque personne commence avec un nombre de points d'action différents. Les points d'action vont vous servir à utiliser des compétences. Les compétences sont listées là en bas à droite. Donc tout le monde va avoir, enfin quasiment tout le monde va avoir Aggressive Stance qui permet d'augmenter la compétence en mêlée de 50. Donc techniquement, ça va vous donner jusqu'à 50% de chance de toucher en plus. Mais ça réduit votre évasion de 50. Donc les ennemis ont beaucoup plus de chances de vous toucher aussi. Alors pour quelqu'un comme lui qui a très peu d'évasion, ça peut être intéressant. Vous avez dans le côté Defensive Stance, donc posture défensive, c'est l'inverse. Ça augmente l'évasion de 50 et ça réduit ta compétence en mêlée de 50. Tu as garde, ça dure un tour, ton unité gagne 2 contre-attaques pour ce tour-là et gagne 5 en armure. Shield Bash, ça permet de mettre un coup de bouclier à l'ennemi qui a 100% de chance de toucher. Si tu touches, enfin, il a des chances de toucher de base. J'imagine que ça peut être réduit quand même par l'évasion. Si tu touches, la cible perd 5 à 10 points de dégâts, plus 1 par niveau du personnage, c'est-à-dire très peu. C'est vraiment minable en termes de dégâts. Et furie de combat, pendant 2 tours, tu gagnes du Bloodlust, de l'intimidation et du moral. Tu gagnes 25 de chacune de ces stats. Les autres compétences, pourquoi sont peut-être pas utilisées? Parce que vous voyez, sur les tooltips des compétences, en haut à droite, il y a écrit un nombre en AP. Par exemple, forme de loup, c'est 70 AP. Votre personnage, ses AP, c'est la barre bleue, donc lui, il en a 55. Donc il ne peut pas lancer ce skill. S'il lance, mettons, Shield Bash, ça lui coûte 35 AP, il lui reste plus que 20 après. Donc il peut prendre une posture, ça c'est gratuit. Il peut faire une fois garde, et c'est tout. Et s'il fait une fois garde, après, il n'a plus du tout d'AP. Donc s'il veut réutiliser des skills autres que les postures, il faut qu'il régène des AP. Et régène des AP, eh bien, ça se fait en achevant des adversaires. Puisque comme je vous ai dit, quand vous achevez des adversaires, vous regagnez des points d'action. Donc le système de points d'action est entre guillemets relativement punitif, parce que tant que vous ne tuez personne, vous ne regagnez pas de points d'action. Donc vous faites 1 ou 2 skills, vous êtes à 0 points d'action.
Et si votre personnage après n'achève plus personne du combat, votre personnage ne pourra plus faire de compétences spécifiques du combat. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Alors nous avons ici notre arbalétrier, nous avons ici notre lancier, ici nous avons notre nain, ici nous avons notre mage céleste, et là nous avons notre clerc. On va commencer par le nain, on va le faire avancer, et on va le mettre en posture défensive. Ce jeu manque de deux choses au niveau du combat, à mon sens. Vous allez le voir, il n'y a pas d'Overwatch, ce qui généralement est quand même assez gênant pour les jeux tactiques. Et en deux, il n'y a pas de zone de contrôle ou d'attaque d'opportunité. C'est-à-dire que tu peux littéralement te balader au milieu des lignes adverses pour slalomer entre ces persos un peu tanky pour aller atteindre les persos un peu plus fragiles. Et l'adversaire peut faire de même avec toi du coup. Donc je regrette quand même qu'il n'y ait pas de système de... ouais, on va t'envoyer au casse-pipe. Bon, on peut. Je regrette donc qu'il n'y ait pas de système justement comme ça d'attaque d'opportunité. Alors toi, tu as une lance, mon gars. Donc tu peux attaquer à 2 cases. Donc je vais t'envoyer ici. Et tu peux attaquer cette personne-là normalement. Tu as droit à 2 attaques par round. Donc les chances de toucher, le tooltip apparaît. Alors parfois, en général pour les attaques à distance, le tooltip n'apparaît pas. Pour les attaques au cas, il apparaît en haut. Donc vous voyez, le personnage a 75% de chance de toucher, dégâts 5 à 11. Donc 2 attaques à 75%, une attaque ratée. Encore une fois, on est dans la moyenne pour les jeux tactiques. Hein. Et tu vas ensuite passer en garde. Alors toi, le berserker, tu vas venir ici. Tu vas passer en garde. Toi, l'arbalétrier. Vous voyez que là, hein, pour une attaque à distance, comme dit, il n'y a pas le tooltip en haut de l'écran, donc je ne vois pas quelles sont mes chances de toucher. Donc je vais plutôt shooter le berserker. Oh, 40 points de dégâts. Oh, joli crit. Le berserker, il est down. Le mage, toi on va te mettre derrière, parce que sinon tu vas servir à rien. Et le clerc, tu vas venir ici et tu vas buffer force intérieure. Ton ami le lancier, force intérieure, ça donne plus 5 en dégâts en mêlée, plus 35% de critique pendant 2 tours. C'est plutôt un bon buff. Une fois que vous avez terminé votre tour, bah, vous cliquez sur le bouton pour mettre un terme à votre tour. Et l'adversaire vous shoot. Alors notez que les adversaires en général ont plus d'attaques que vous. Donc là j'ai mis le combat en vitesse rapide. Quand l'adversaire joue, vous avez en bas un bouton de vitesse. Alors toi, si tu attaques ce monsieur, tu as 85% de chance de toucher. Il va contre-attaquer, hein, c'est écrit en gros. Oh, il m'a fait un point de dégâts en contre-attaque, dis donc. Mais il est mort quand même. Voilà, voilà. Toi, tu peux shooter cette personne, tu as 85% de chance de toucher, 6 à 12. La personne va contre-attaquer, c'est pour ça que j'ai le tooltip. Pourquoi il contre-attaque? Parce qu'il est à 2 cases et que c'est la portée pour qu'il puisse contre-attaquer. Donc je me mets là. Et là, j'ai plus le tooltip. Par contre, là, j'ai raté comme un glandu. Alors, le nain, tu vas essayer de taper sur le monsieur. Tu as mis un 7 points de dégâts plus un saignement. Tu as 26% de chance de toucher. Je rappelle que le nain, j'ai mis en posture défensive. Donc ça réduit de 50 hein, ses chances de toucher. Oh, le mec, il a été touché 2 fois. Il a 6 points de vie. Et il est touché par le saignement qui fait 5 à 10 points de dégâts pendant 2 tours. Donc à chaque tour. Donc il devrait décéder à la fin du tour suivant. Alors toi, tu vas... Non. Si tu restes à distance pour attaquer à 2 cases,
l'archer va pouvoir contre-attaquer à distance. Si tu te mets au cac, il peut pas contre-attaquer à distance. Alors, tu as 85% de chance de toucher pour 10 à 16 de dégâts. La personne avait un point de vie. En plus, tu l'as empoisonné. Bon, bah donc le mec est mort. Non, toi, tu peux pas taper sur le nain. Oh, tu l'as explosé. Bon, premier combat passé sans problème. Notez que tout le monde ne gagne pas la même quantité d'XP à la fin du combat. Je ne sais pas exactement ce qui fait la différence. A priori, la magicienne, ça a été la moins utile lors du combat, donc c'est elle qui a gagné le moins d'XP. Le berserker et la claire ont été assez utiles. Ils ont donc gagné plus d'XP. Je suppose que c'est comme ça que ça se joue. Nous avons gagné une hallebarde. Niveau 39. Alors, je ne sais pas ce que c'est niveau 39. Bon. Elle nous donne plus 3 en dégâts au corps à corps. Plus 8% de chance de critique. Alors pour notre hallebardier. Il est où notre hallebardier? Je pourrais le donner au cléric. Hein, mais je vais le donner quand même plutôt... Ah bon, c'est pas une lance? D'accord, le Spear Warden, je pensais qu'il utilisait des hallebardes, mais non, il n'utilise pas des hallebardes. Le cléric, par contre, utilise des pôles. D'accord, bah donc... La hallebarde, ce sera pour notre clair. Et on a notre 450 gold. Bien. Donc voilà comment se passe ce jeu. Hein. C'est une suite comme ça de combat. Vous revenez ensuite à l'écran, où vous pouvez soit aller au shop, si vous avez envie d'aller faire un tour au shop, soit vous lancez le prochain event. Donc pour le shop, bah vous choisissez ici le type d'item que vous voulez acheter. Donc notez, il y a énormément d'items. Genre énormément. Et vous choisissez le personnage qui veut acheter ici. Par exemple, si pour lui, je voulais acheter quelque chose, il me faut une lance. Est-ce qu'on a des lances? On a des polearms, mais on n'a pas de lance. Les lances, elles sont là. Donc si par exemple, je voulais lui acheter une lance, j'ai 1950 crédits. Donc celles qui sont grisées, c'est parce qu'elles sont trop chères, hein, tout simplement. Donc on a ici une pique naine usée, qui fait plus 1 en dégâts, plus 1 en points de vie, 1% de crit. Bon, c'est pas fantastique. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait du tirage que vous avez, bah vous cliquez sur une new pour avoir un autre tirage d'armes. Donc là, par exemple, on a une pique sylvaine usée pour 1500 gold qui donne 2% de crit, 2% de dodge, 1 point de dégâts. On a une lance elfe, 2 points de dégâts, 1 point de vie, 3% de crit. C'est déjà beaucoup plus intéressant. On va prendre ça d'ailleurs, on va lui acheter. Voilà, ici vous voyez on a 1435, c'est ce que je dois payer. Bah, je vais l'acheter et j'ai plus assez de sous je pense pour m'acheter quoi que ce soit. Je vais quand même regarder au niveau par exemple des ceintures. Il y a les ceintures qui augmentent les chances de toucher en mêlée et les chances de toucher à distance ainsi que l'immunité au crit. Par exemple plus 6% en chance de toucher en mêlée, c'est quand même beaucoup et c'est 1680 crédits seulement, vous voyez c'est pas tellement cher. Bon, ça c'est le magasin où je pourrais vendre si j'avais quelque chose à vendre, ce n'est pas le cas. Je peux ici manage team hein, si j'ai envie de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre, hein, toujours. Et alors je peux accéder au tutoriel. Donc le jeu va me lancer le tutoriel. J'aurais pu le lancer avant d'ailleurs le tutoriel. Donc le tutoriel vous explique que vous avez deux personnages, un chevalier et un archer. Vous devez vous battre contre un archer. Là où le tutoriel échoue vraiment, c'est que le principe d'un tutoriel, c'est de vous expliquer quand même les choses. Dire, cliquez sur une case en vert pour vous y déplacer. Cliquez sur un adversaire pour vous permettra de l'attaquer. Vous pouvez sélectionner vos compétences. Bref, non, un tutoriel t'explique les choses. Là, le tutoriel ne t'explique rien du tout. Donc tu sais pas trop ce que tu fais avec ce tutoriel. Toi, est-ce que tu peux attaquer à cette distance? Oui. Tu vas rater parce que les archers sont relativement détachants sur ce jeu. Vous voyez la game speed en bas. Hein. On est en train de se faire défoncer. Alors j'essaie de lui mettre une flèche dans l'œil. Ça réduit son armure là, ce que je viens de faire.
Oh, la contre-attaque, t'as presque tué le chevalier. Voilà, tu l'as tué. Voilà, c'était le tutoriel. Bon, le tutoriel, il sert à rien. Je sais pas vraiment pourquoi il y a un tutoriel. Donc, on va continuer. Alors après, on peut changer la difficulté hein, des combats. Alors, la caravane part vers le nord, vers le petit royaume de Nordelm. Damien Ashwood, le maître de la caravane, semble nerveux et clairement il aurait préféré avoir plus de gardes que juste votre petit groupe ainsi qu'un chevalier errant qui vous accompagne. Les 3 premiers jours du voyage sont lents, mais il ne s'y passe rien. Cependant, au matin du 4e jour, votre groupe est réveillé par des cris qui ne sont pas très familiers et le souffle de corps. Vous tirez vos épées, voyez un groupe de brigands qui chargent depuis les bois. Et donc c'est comme ça que ce jeu va progresser. Vous avez à chaque fois un petit texte. Ce petit texte va vous expliquer un petit peu le pourquoi, hein, ce qui se passe. Et après ce petit texte, directement, c'est du combat. Donc ne cherchez pas. Il n'y aura rien d'autre sur ce jeu pour l'instant que du combat. Alors, ce combat est assez compliqué parce que vous êtes encerclé par un nombre assez important d'ennemis. Donc pas mal d'archers. Vous allez voir que sur ce jeu, les ennemis ont beaucoup d'archers. Et les archers ennemis ont souvent, alors c'est pas encore le cas pour ce combat, mais ils vont souvent avoir 2 attaques par round. Alors que vous serez bloqué avec une seule. Bon, le berserker, tu viens par là. Tu vas passer en garde. Bah non, t'as du mal. Toi, tu vas essayer de nous faire un petit shoot. 10 points de dégâts, c'est toujours bon. Notez que la contre-attaque se fait à distance, comme je l'ai expliqué. Alors, nous avons une mage. Alors, le mage, tu peux te téléporter. Est-ce que tu peux attaquer le mage? Oui. Tu as raté comme un glandu que tu es. Devant, nous avons alors le nain qu'on va mettre là. La prêtresse qu'on va mettre là. Et notre ami... non, la prêtresse là. Et notre ami, on va te mettre là. Et on va passer notre tour. Alors le nain n'a pas contre-attaqué parce que la personne est un lancier, donc il attaque à 2 cases. Hein. Le nain ne peut pas riposter à 2 cases. Alors, on s'est fait salement toucher derrière. C'est notre magicienne qui s'en est pris plein la tronche. Alors le chevalier qui nous accompagne, le chevalier errant, il est particulièrement bourrin. Alors... On a ici tué un archer, visiblement, mais il y a encore du monde, là. Alors, à droite, on a un spearman. Si on le shoot, on a 39% de chance de toucher. C'est pas beaucoup. 38% de chance de toucher cet archer. C'est vraiment pas beaucoup. On va essayer de faire ça sur cet archer. Dégâts 5 à 40. C'est un truc ultra puissant. Ça donne bonne chance de le tuer. Toi, le mage, tu vas te téléporter. Direct, tu t'es réfugié dans un œuf. Toi, le berserker, tu vas aller taper ce guerrier. Tu as combien de chances de toucher? 54%, c'est pas énorme. On va passer en aggressive stance. Tu vas t'en prendre plein la tronche, mais alors tu vas aussi lui en mettre plein la tronche. Ah, t'as 85% de chance de toucher, tu rates. Logique. Enfin logique, hein, on est sur un jeu tactique, donc du coup lui il va mourir. On va essayer d'envoyer la prêtresse healer, mais non, elle va pas healer. Oh, le nain, il est vénère, il a buté quelqu'un. Oh, il l'a one shot. Le mec à la lance, il a raté tout son monde. De toute façon, elle peut pas soigner. Elle a pas assez de AP. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Ah, le nain, il tabasse. Hein. Il a buté quelqu'un sur la contre-attaque encore. Oh bah il est mort. Ah voilà, on a perdu quelqu'un. Donc la personne ne gagnera pas d'XP. C'est notre berserker. Ça, c'est dommage. C'est très dommage. Mais tu fais quoi là, le lancier? Oh, le bon bug. Le lancier, il voulait se mettre sur le mob. Non, t'es pas impressionnant. Notez qu'il a 72% de chance de toucher, hein, mon mec. Hein. Ça se voit pas beaucoup. Alors, le nain. Niveau chance de toucher, t'en es où? Ah, il y a un bug avec ce mec. On passe au travers. Donc le mec qu'on a perdu n'est pas mort, hein, à proprement parler. Oh, l'arbalétrier, c'est un tueur. Le mec qu'on a perdu n'est pas mort, hein, il reviendra à la vie après le combat. Hein. Simplement, il ne gagnera pas d'XP. Comme notre nain, puisque notre nain va finir par terre. Ouais, le bandit, là, je peux pas le cibler. Pour une raison que j'ignore. Ah si, là, je peux le cibler. Alors, toi... T'avais 75% de chance de tuer la personne, c'est fait. Je suis pas sûr que quelqu'un ressente quelque chose avec toi. Parce qu'en fait, tu sers pas à grand chose. Vu que ton attaque, elle coûte 80 AP. Alors, tu vas faire un skill qui te rajoute des AP. Ouais, bah c'est raté pour l'Ultimate Destruction. Toi, de toute façon, la personne va te tuer. Voilà. Donc on a deux personnages qui ne gagneront pas d'XP sur ce combat. C'est plutôt ballot. Les autres ont gagné une bonne partie du niveau. Alors on a des jambières. On va les donner à lui. À notre berserker. Parce que le berserker, il va en prendre plein la gueule. Donc vous voyez, après on peut avancer dans la campagne. Nos personnages, ils sont pas morts. Alors, votre groupe a tué plusieurs des brigands et le reste fuit dans les bois. Vous notez que Sir Talit, le jeune chevalier, s'est bien battu et a bien soutenu l'assaut. Les mines et les autres membres de la caravane sont assez secoués par cette bataille et décident de faire leurs affaires en hâte et de repartir tout de suite. Des mines vient vous voir et vous demandez ce que vous pensez qu'il vaut mieux faire, car la route arrive à une fourche. Soit vous pouvez aller à gauche pour une arrivée plus rapide à votre destination, mais potentiellement plus dangereux, soit vous prenez par la droite, ce qui rallonge le voyage et vous fait passer près du village du bridge. Ce sera tout de même un peu plus safe. Alors on va essayer de passer par une bridge, on va affronter des loups. Parce qu'on dit que ce sera plus safe, mais il y aura forcément un combat. Je veux dire, quoi que vous choisissez, il y a un combat. Donc, mais je pense que le combat va être plus simple de ce côté-là. La caravane prend le chemin le plus long et réussit à éviter des grands dangers. Alors que vous approchez de la ville, vous remarquez les cadavres de deux voyageurs qui sont en train d'être dévorés par des loups. La meute est assez grande et elle ne souhaite pas être chassée de son repas. Vous décidez alors de tirer vos armes et d'aller vous battre. Les loups sont extrêmement rapides. Donc dès le premier round, je vous l'annonce, on va avoir des morts. Ça, c'est une certitude. Donc il va falloir essayer de se mettre
en place pour accueillir les loups. Toi, tu vas essayer de buffer. Ici. On va essayer de se rassembler, mais ça n'aura pas vraiment d'importance parce que de toute façon, encore une fois, les loups sont très rapides et ils ont 3 attaques chacun, donc on va se faire proprement défoncer. Donc le nain passera de toute façon pas le premier round. Hein. Si vous voulez passer le premier round, il faut que vos personnages soient suffisamment loin pour être hors de portée des loups. Mais les loups peuvent bouger de 10 cases par round. Donc ce combat est assez débile et complètement mal gaulé parce que vous commencez à 5 ou 6 cases des loups. Donc ce combat, si vous voulez le faire, et on va essayer de le refaire, on va essayer autre chose. Donc retraite, hein, c'est pour juste vous reprenez avant le combat. Il faut qu'on se mette à au moins 10 cases des loups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire que les loups, ils peuvent arriver après jusqu'ici. Donc nous, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Voilà. Toi, tu peux pas tirer là-dessus. On est parti. Le but, en fait, sur ce combat, c'est ça. C'est bon, là, c'est la prêtresse qui va crever dès le premier round. Les loups se tapent ultra fort. Ils ont 3 attaques par round. C'est complètement abusé. Alors, il faudrait soigner la prêtresse. Le problème, c'est qui a-t-on qui peut soigner? Est-ce qu'on a quelqu'un avec une compétence de bandage? Je ne crois pas. Si, lui. Mais lui, il a la capacité de one-shot les gens, alors... T'as combien de chances de toucher, mec? 85%. Waouh. Vous voyez, on les impressionne pas beaucoup, hein. Oh, tu t'es fait presque one shot sur sur une contre-attaque. Bon, ouais, t'es mort, non? Bon, du coup, toi, tu vas essayer de soigner lui, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Autant qu'on essaye de tuer un loup. Toi, tu vas essayer de partir là. Toi, le nain, tu vas tenter de toucher, hein. Et après, tu vas passer en posture def, le nain. Toi, tu tires sur ce loup. Tu l'as pas tué, il lui reste 3 PV. Toi, est-ce qu'il te reste une attaque? Non. Toi, non. Toi, non. Bon, c'est vraiment dommage. Ah, attends, mais toi, t'as Herbal Medicine. Toi, tu peux venir ici et faire Herbal Medicine sur ton pote. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, toi, tu vas passer en posture def au cas où. Ah, bah. Les loups, ils sont partis attaquer le chevalier. Moi, ça m'arrange. Du coup, on a gagné ce combat sans perte. C'est déjà pas mal. Alors, on a 2 personnes qui sont à 99% du niveau. Bah, bien sûr, il ne fallait pas level up. Qu'avons-nous? Une épée de Templier améliorée. C'est une épée à 2 mains. Bah, j'ai personne qui peut s'en servir. Puisque je n'ai pas de Templier. Du coup, je vais la vendre. À moins que je recrute un Templier. J'ai 650 gold. Et on revient à l'écran. Vous aurez noté aussi sur ce combat qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas vraiment fan sur les jeux tactiques.
qui est le fait que en début de combat, votre placement est fait d'office. Alors certes, c'est vous qui jouez en premier, mais j'apprécie quand même sur un jeu combat tactique que on vous laisse positionner votre équipe en début du combat, quitte à ce que vous ne voyez pas forcément les adversaires, mais que vous puissiez au moins prendre une certaine formation. Là, vous prenez une formation un peu à l'arrache, comme ça vient, et ouais, enfin honnêtement, je suis pas convaincu par le fait de ne pas pouvoir choisir ça. Donc, d'un côté, vous choisissez pas la mise en place de votre équipe, il n'y a pas d'Overwatch, il n'y a pas de... Il n'y a pas de système de type attaque d'opportunité. Donc pour moi, il manque quand même un certain nombre de choses sur ce combat, sur ce jeu. Alors, vous allez vers la ville, vers le marché. Ok. Alors, on vend pour 1430 gold. On a maintenant 3200 gold. Toi, si je veux t'acheter une hand weapon... J'ai dit une weapon, pas une cape. Alors, je pourrais t'acheter quoi? Plus 5 en dégâts, plus 5% de crit. Ah, c'est très bien ça. Ça coûte 2200. Il me reste 900 et des poussières. C'est pas beaucoup. Toi, en arbalète, il n'y a rien. Parce que le monsieur vaut rien. En ceinture, est-ce qu'il y a des ceintures pour 900 gold? Jusque là. Plus 1 en max melee damage, max missile damage, plus 2 en melee hit chance, 1% de dodge chance, et tu peux téléporter vers un truc à 4, ouais. Ouais, les ceintures sont pas terribles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regardait justement les capes. On peut s'acheter une cape avec 2% d'esquive. 1% de chance de toucher, 1% d'esquive, ouais, 1% ça change vraiment pas grand chose. Alors, on peut acheter des flèches. Ouais. Je pense qu'on va garder les 900 qu'on a. Et on va faire le prochain combat. Donc là, on est arrivé en ville. Alors que vous continuez votre voyage vers le nord, vous parlez avec Sir Talit et graduellement il vous parle de lui. Vous apprenez qu'il est le fils du baron d'Aeronelm, un grand royaume au nord. Lorsque vous lui demandez pourquoi lui en tant que fils de baron est devenu mercenaire, il vous explique qu'il n'est plus trop ami avec son père. Il mentionne qu'il retourne vers le nord pour y rencontrer sa jeune sœur, l'héritière de la couronne de son père qui doit se marier. Et donc là vous arrivez en combat, vous dites pourquoi un combat? Et c'est une excellente question, je veux dire, vous aurez bien raison de me poser la question. Vous entrez dans la dernière partie de votre voyage, vous êtes plein d'espoir. Ayant réussi à affronter et vaincre beaucoup de menaces, pour en arriver là, vous vous sentez confiant en vous. Mais vous rencontrez vite fait un chevalier solitaire qui se bat contre des gobelins. Vous décidez de l'aider. Et les gobelins sont très nombreux, et les gobelins ont beaucoup d'attaques par round, et les gobelins guerriers ont beaucoup de vie et font très mal. Et il y aura 2 ou 3 spawns supplémentaires de gobelins dans le combat. Donc ce combat est clairement beaucoup plus difficile que ceux que nous avons affrontés jusque-là. On va essayer de one-shot celui-là. Raté. Ah, t'avais 100% de chance de toucher de base. Bon, t'en veux pas, c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde peut pas être compétent, quoi. Alors toi, le Zerk, tu peux pas faire grand chose, ok. Toi, le Spearman, tu peux aller là-bas. C'est un warrior, donc on va essayer de pas aller au cac. Vous voyez, les dégâts qu'on inflige sont pas impressionnants. Toi, le nain, t'es vraiment trop lent comme mec.
Toi, tu vas tirer sur le monsieur. Tes chances de toucher sont ridiculement faibles, mais tu essayes. Tu rates, mais tu essayes. Tout le monde a joué. Pour mon équipe, tout le monde a joué. Alors, notez que là, il y a des notifications avec des épées, des boucliers. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Toi, tu peux buffer. Tu vas essayer de buffer ton pote, tiens. Here we go. Et toi, en skill, tu as Shield Bash, mais Shield Bash, c'est que au cac. Tu as Battle Fury, ça augmente ton intimidation, ta Bloodlust et ton moral de 25. Bon, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de l'utiliser. Donc le mec solitaire tape plutôt fort, mais il va pas survivre au premier round. Enfin, moi non plus, cela dit. Puisque les archers gobelins ont tous 2 attaques, les guerriers gobelins ont tous 3 attaques. Donc ils vont tous aller focus ma magicienne. Vous voyez le guerrier solitaire, il se bat le mec, hein, il est vaillant, hein, mais ça ne suffira pas. Donc le chevalier qui nous accompagne, lui, il continue à massacrer à tour de bras, comme un sauvage. Donc le guerrier, il a tué 2 gobelins, le mec, il est vénère, hein. Il est vénère. Hein. Il y a un gobelin qui panique, ça c'est cool. Alors toi, tu vas aller au cac avec cet archer. T'as le droit de toucher, hein, t'as 75% de chance de toucher, mec, je rappelle. Ok, bah tu l'as one shot, voilà, ça c'est plutôt bien. Toi, tu peux aller healer ton pote. Non, tu n'as plus de point d'action. C'est une triste destinée que la tienne. J'aurais jamais dû te faire avancer ici, mec. C'était stupide. On va envoyer le nain. Toi, t'as pas de raison de rusher vers l'avant. Vers l'avant, on va envoyer lui. On va envoyer lui. Et envoyer la prêtresse. Toi, tu es clairement blessé. Est-ce que tu peux te soigner? Non, tu n'as pas la possibilité de te soigner. Donc tu vas te mettre là. Avec du coup une couverture. Hein, contre les archers adverses. Il y aura bientôt des spawns, d'ailleurs, de gobelins. Mais on n'en est pas encore là. Les archers adverses qui ont 2 attaques par round, c'est complètement abusé. Bon, le guerrier solitaire, là, il va tomber au combat. Pas encore, c'est cool, parce que plus il tient longtemps, mieux c'est pour nous, hein, évidemment. Il a encore tué quelqu'un. Alors, toi, la prêtresse... Tu vas te mettre là parce que ce sont des archers. Alors, le berserker, tu viens là, tu vas essayer de tuer cet archer. Voilà, ça te donne 70 en bloodlust. Et on va essayer le shield bash, vous allez voir, ça fait des dégâts minables. 8 en dégâts, c'est un peu minable. Et toi, tu vas aller aider à buter cet archer. Ok. Il n'y a pas encore eu de respawn. Oh le nain, tu vas prendre cher sur la contre-attaque. Donc le nain, par contre, tu ne peux plus bouger. Si. Tu vas passer en posture def, le nain. Toi, tu n'as pas de raison de bouger. Et toi, le mage, non plus. Pour l'instant. Bon, le gars est solitaire et par terre. Voilà, il est mort. On va devoir s'occuper tout seul de ces gens. Alors, tu as combien de pourcents de chance de toucher, toi? Je ne sais pas. Mais tu l'as tué.
Toi, tu vas suivre le nain. Tu vas tenter de toucher. Alors, tu as regagné ça. La personne, elle a un peu de protection à cause de son caillou. Notez que le chevalier qui m'accompagne ne participe pas au combat. Hein. C'est pas trop cool pour moi là parce que je suis en train de me faire défoncer là, tout de suite. Toi, tu vas... Il est notre pote le nain. Le nain, il va se remettre en posture def. Toi, tu rates, mais tu vas te prendre une contre-attaque. C'était débile. Heureusement, le mec t'a raté. Toi, tu dois pouvoir te healer tout seul, normalement. Amen. Keluba. Oh, empoisonner notre gars, c'est-à-dire qu'il va perdre des points de vie à chaque round. Donc là, il y a eu un spawn de gobelins. Notez, il y a 2 archers arrivés ici. Il y a un archer arrivé là. Et un archer arrivé à droite. Donc là, on est très mal parti. Donc toi, tu vas bouger, s'il te plaît. Le nain. Tu vas essayer d'aller là et d'aller taper sur ce mec. Alors, je suis en posture def, donc j'ai très peu de chance de toucher. Malgré tout, j'ai quand même réussi à toucher et à buter le mec. Toi... Tu vas te healer tout seul. Parce que tu t'es fait empoisonner. C'est dangereux le poison. La personne est stun. Elle ne pourra pas utiliser de skill au prochain tour. Elle pourra quand même faire des attaques normales. Et ensuite on l'a saigné comme un porc. Toi tu as combien de pourcents de chance de le toucher? 85. Tu fais 9 à 23 en dégâts. Il a 15 de vie. Ok. Il y aura encore un autre spawn normalement encore de gobelins. Toi tu vas jouer tanky. Bon écoutez, on va voir ça. Hein. J'ai pas bougé lui du coup. Ah c'est un guerrier là à droite sur le nain. Là le mec il est parti attaquer le chevalier solitaire. Il l'a buté, le nain a tué son guerrier. Toi, tu vas taper cet archer. Ok. Bien géré. Donc on n'a pas eu de mort et tout le monde level up. Alors le level up, comment ça se passe? C'est un écran avec des données qui sont déterminées aléatoirement. Donc au niveau du level up, vous gagnez 6 choses. La première chose, ce sont toujours des points de dégâts, donc 1 point de dégâts. La deuxième ligne, ce sont des points d'action qui vont vous permettre de lancer plus de skills ou des skills de plus haut niveau. La troisième et quatrième ligne sont 2 stats aléatoires parmi toutes les stats de combat. Donc par exemple, notre nain, il a gagné une contre-attaque par round. Donc maintenant, il a 3 contre-attaques et 1 point d'armure. Notre magicienne a gagné 1 point d'armure et 5 en morale. Notre berserker a gagné par exemple 5 en morale et 10% d'esquive. Notre prêtresse 2 d'armure. Notre guerrier à la lance a gagné une contre-attaque par round et 3 points de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Et notre arbalétrier 10 points de morale. La cinquième ligne, c'est une stat défensive. Donc par exemple notre nain il a gagné une deuxième contre-attaque. Maintenant donc il a gagné 2 contre-attaques hein, à ce niveau-là. Lui a gagné 1 d'armure. La prêtresse a gagné 5 en morale. Le spearman a gagné... Ah non, c'est pas forcément défensif d'ailleurs. J'ai l'impression que la cinquième est aussi aléatoire. Du coup, ça peut être un peu n'importe quoi. Il a gagné 10 en compétences d'attaque. L'arbalétrière, une contre-attaque supplémentaire. Et la magicienne, 5 en morale. Et après, c'est des points de vie en dernier. Donc le nain a gagné que 9 points de vie. Alors que l'arbalétrière gagne 14 points de vie, c'est un peu étrange. Et nous avons gagné ici une pique, c'est une lance qui donne plus 1 en dégâts mêlés, plus 1 en crit de mêlée et 2% en dodge. On n'avait pas acheté une lance ici. Hein. Ta lance a été niveau 26, ça est niveau 39. Ta lance c'était 2 en mêlée, 1 hit point, 3 crit. Je préfère
je préfère ce qu'on a eu. Personne d'autre que lui ne peut utiliser de lance. Du coup, bah, on va le vendre. Et on a gagné 1000 gold, donc on peut refaire un tour au shop. Et je pense que je vais m'arrêter là, ça fait 1 heure que j'y suis, donc je vous ai montré le principe du jeu, hein, le jeu, parce que là la suite de l'histoire c'est vous arrivez en ville, vous dormez à l'auberge, le lendemain matin vous êtes réveillé par du bruit sur la place du village parce qu'il y a un concours, il y a une joute qui s'y passe, vous décidez de vous inscrire. Voilà, donc en fait c'est un jeu qui est ponctué par de très petits textes et que du combat tactique derrière. Alors, est-ce que c'est l'idée la plus brillante de l'univers? Je veux dire, pourquoi pas, après tout, voilà, mais je ne suis pas forcément fan de cette idée, hein, je vous le cache pas. Et donc, on peut aller chercher un peu de stuff, parce que par exemple, notre nain, on lui a rien donné, je veux dire, il n'a pas de shield, il n'a pas d'arme. Si on veut t'acheter un shield, toi, qu'est-ce qu'on a? 9 en réduction des dégâts. C'est plutôt énorme. Je crois qu'on va prendre ça, mec. 9 en réduction des dégâts, c'est complètement énorme. On n'a plus de thunes, mais notre nain, il encaisse. Et voilà. Donc, comment se passe Shieldwall Chronicles, Swords of the North. Donc, vous allez effectivement, tranquillement, faire toute cette série de combats qui n'est pas généré procéduralement. Par contre, c'est ce que je peux reprocher au jeu, c'est-à-dire qu'en termes de rejouabilité, bah, ça va être plus ou moins moyen. Alors bien sûr, vous pouvez avoir une approche différente avec un groupe différent, mais les combats seront rigoureusement les mêmes. En tout cas, les combats, tous ces combats-là que j'ai fait sont les mêmes. Je les avais déjà fait une fois. Et il se trouve que ce sont exactement les mêmes compositions que j'ai. Alors, au niveau du ressenti général, la première chose, c'est que techniquement, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui est stable, c'est un jeu qui n'a pas de bugs, c'est un jeu qui marche très bien. La seule chose que je reproche, c'est que quand vous êtes à portée, j'ai envie de dire, de riposte de l'adversaire, que l'adversaire puisse riposter ou pas, généralement, vous avez un tooltip qui vous donne vos pourcentages de chances de toucher et qui vous indique les dégâts. Et ça, je pense que c'est essentiel sur un jeu tactique. Par contre, quand vous êtes sur une attaque à distance, vous n'avez pas ce tooltip. Et c'est vraiment dommage. Deuxième chose, par contre, qui est bien, qui contrebalance, c'est que quand vous faites un mouvement avec vos personnages, si vous vous rendez compte que ce mouvement n'était pas une bonne idée, tant que vous n'avez rien fait d'autre après le mouvement, vous avez un bouton annuler mouvement. Et ça, c'est pratique si vous faites un misclick à un moment donné. Parce que sur ce genre de jeu, un misclick, ça peut arriver régulièrement et ça peut du coup totalement foutre ton combat en l'air. Donc là, le fait de pouvoir annuler en déplacement, c'est utile. C'est pratique. En dehors de ça, le jeu en lui-même... je regrette vraiment qu'il n'y ait pas d'explication autre, qu'il n'y ait pas de justification du pourquoi du jeu. Parce qu'en réalité, là, tu fais des combats, tour par tour, tactique. Ok, tu fais des combats. Pourquoi tu fais des combats? Ben, on t'explique, tu es un groupe de mercenaires, tu vas vers le nord. Oui, mais est-ce qu'il y a une immersion quelconque dans le jeu ou dans le monde? Non. Ce jeu, c'est uniquement une suite de combats prédéterminé que tu vas devoir remporter avec ton groupe. Alors évidemment, à la fin de chaque combat, tu vas gagner de l'XP, tu vas gagner du stuff, donc tu vas développer ton groupe. Mais même quand tu gagnes de l'XP, c'est pas toi qui choisis le développement de ton groupe. Donc c'est extrêmement difficile de t'identifier à tes personnages. C'est extrêmement difficile de t'immerger dans le monde, parce que le monde n'est pas réel. Il n'y a pas de monde cohérent, il n'y a pas de monde réel. Là derrière, tu as un écran de texte et après, tu es directement sur une arène pour du combat. Donc il n'y a pas d'immersion, il n'y a rien, c'est vraiment un jeu que de combat tactique, pour les gens qui aiment le combat tactique. Sauf que pour moi, il manque des features
importantes pour le combat tactique. Un, pouvoir te replacer en début de combat. Parce que, on l'a vu, il y a des mobs qui peuvent spawner partout autour de vous. Comme on l'a vu par exemple avec les loups. Alors, généralement, oui, c'est vous qui jouez en premier en combat. Donc, je suppose que c'est ça qui fait que on ne vous donne pas de placement automatique parce que vous avez tout de même l'initiative dans le combat. Mais le problème, c'est que même si tu as l'initiative dans le combat, si tu as envie de mettre tes personnages avec une certaine formation, c'est pas forcément toujours simple. Donc, je suis pas fan. Deuxième chose dont je suis pas fan, il n'y a pas d'Overwatch. Donc, tes archers, comme ils ont une portée assez médiocre et qu'en plus ils ont des chances de toucher assez faibles, généralement tes portées c'est de la chair à canon. Tes archers c'est de la chair à canon. Donc leur permettre d'être en Overwatch, ça pourrait au moins aider un peu. Parce que là le mec il est à 7 cases de toi, toi tu décides de tirer. Le mec derrière, les ennemis ont généralement beaucoup plus de déplacement que tes personnages. Donc tu tombes sur un gobelin qui va avoir assez de déplacement pour venir au cac. Et là, le mec il a 3 attaques, il te ruine la tronche directement. Bon, c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage aussi que même en mode normal, les ennemis aient autant d'attaques par round. Je veux dire, les archers gobelins, ils font aussi mal que tes archers à toi et ils ont 2 attaques par round. Moi, j'aimerais bien que mes archers aient 2 attaques par round et j'aimerais bien qu'ils aient autant de chances de toucher que les archers gobelins. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est dommage. Donc, ouais. Je disais, l'Overwatch, je pense que ça aurait pas été du luxe. Parce que franchement, les archers là, honnêtement, les archers dans ton groupe, je les trouve carrément pas efficaces. Autant les DPS CAC, ils font très mal. Autant les archers, je trouve pas qu'ils fassent particulièrement mal. Je les trouve pas très efficaces. Peut-être que plus tard dans le jeu, ils le seront. Mais là, sur les premiers niveaux, j'ai du mal à voir l'efficacité réelle des archers. Idem les mages, hein. Je veux dire, les mages, leur magie fait très peu de dégâts. Ils peuvent lancer un sort maximum 2 dans le combat. Le reste du temps, ils sont cantonnés à un rôle de DPS distance, DPS baguette. Donc déjà, ça fait pas très mal. Les chances de toucher sont plutôt faibles. Et en plus de ça, les mecs, ils n'ont pas une portée de fou, donc quand ils vont shooter, derrière, c'est eux qui vont se faire shooter et ils vont exploser. Donc les mages, je peine vraiment à bas niveau à voir leur utilité. Hein, on va pas se mentir. Du coup, ouais, bon, il y a des déséquilibres. Donc pas d'Overwatch, pas de possibilité de se remettre en place au début du combat. Beaucoup de déséquilibre, pas de gestion de zone de contrôle des personnages, avec pas, en l'occurrence, pas d'attaque d'opportunité. Donc pas de système d'engagement au CAC, qui pour moi est très important. Hein. Je pense que c'est extrêmement important sur un jeu un peu tactique comme ça, de faire un bon vieux système, comme avait créé déjà Blood Bowl il y a bien longtemps, à savoir la zone de contrôle. Tout ennemi qui est à côté d'un de tes personnages va galérer à s'en dégager. Et s'il s'en dégage, il va se prendre une attaque. Et déjà, si tu mets un truc comme ça en place, c'est effectivement beaucoup mieux. Ça te permet de protéger tes lignes arrière. Parce que tes archers et tes mages, ils n'ont pas une portée de fou. Donc les guerriers adverses, il n'y a rien qui les empêche de slalomer entre tes guerriers à toi et d'aller focus direct tes persos un peu faibles qui sont derrière. Il n'y a rien. Du coup, c'est très random un combat. Si l'IA décide de te focus ton mage, eh ben ton mage il va se faire défoncer. Et tu ne pourras pas forcément y faire grand chose à part faire fuir ton mage autant que possible, ce qui est généralement pas l'objectif d'un jeu.
Parce que ton mage est beaucoup trop faible pour gérer un ennemi en 1 contre 1. Donc, je suis effectivement pas convaincu par cette idée. Après, il y a quand même d'excellentes choses sur ce jeu. Je veux dire, le système de combat est plutôt bien gaulé. On est en tour par tour, qui est plutôt bien fait. C'est-à-dire que tu peux alterner entre tous tes personnages à un moment donné. Le fait de changer de personnage ne met pas un terme au tour du personnage qui était actif. Donc je peux décider de faire avancer la prêtresse pour lui faire mettre un coup, et puis ensuite je fais avancer un autre mec, il tape 2 fois, mettons qu'il se fasse toucher sur une contre-attaque, hop, la prêtresse, ensuite je peux la reprendre et faire un soin sur le mec qui a été blessé. Ça c'est bien, ça c'est très bien, c'est une excellente idée. Donc au niveau du combat en lui-même, alors bien sûr on reste sur des mécanismes qui sont éprouvés, on n'est pas sur des mécanismes totalement innovants, mais il y a suffisamment de différences avec les jeux typés Expédition Viking ou Conquistador par exemple, pour que ce soit pertinent. Donc le jeu lui-même est pertinent, le jeu lui-même est intéressant, il a de très bonnes idées, mais je pense que il y a 2-3 petites choses qui pourraient changer, et que ce jeu mériterait un petit early access. Il n'y a pas besoin de 6 mois d'early access, parce qu'honnêtement, les bases sont là, mais au niveau du gameplay, je pense qu'il y a des petites choses à changer et à affiner. Encore une fois, notamment ces attaques d'opportunité là, qui à mon sens manquent vraiment beaucoup. L'interface, elle est trop dépouillée, elle explique pas les choses, elle n'est pas claire. Je veux dire, l'interface, vous avez des éléments que après quelques heures de jeu, je n'ai toujours pas compris. Ce qui est généralement pas un bon signe. Alors attention, je ne suis pas le meilleur gamer du monde, hein, mais je n'ai pas cette prétention. Mais... Donc si on fait la campagne, donc voilà, on nous explique qu'il y a un tournoi en ville, on va y participer. Je vais vous montrer de quoi je veux parler. Ce sont les symboles là, avec épée et bouclier. Qu'est-ce que ces symboles signifient? Qu'est-ce qu'ils représentent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ici, on a les traits. Alors, il y a les traits. D'ailleurs, j'ai pas encore choisi les traits. J'aurais peut-être dû le faire. J'ai totalement zappé en passant. Donc, nous avons droit à 3 points de traits. Et les traits vous donnent des boosts pour une bataille. Donc j'ai droit à 3 traits, par exemple je pourrais dire tous les membres du groupe commencent avec plus 5 en armure pour la bataille. Hop. Ensuite j'ai droit à un deuxième trait. Mettons le deuxième trait va me coûter 2 points, mettons plus 10 vies et plus 3 en armure. Voilà, donc maintenant mes persos en théorie en armure ils ont plus 8. Alors on voit l'armure, donc les mecs ils ont beaucoup d'armure. Et avec beaucoup d'armure, bah, ils vont pas prendre grand chose en dégâts. Même si je prends la magicienne. La magicienne, du coup, elle a 10 en armure. Donc si elle prend un coup à 15, bah, elle perd que 5 points de vie, vous voyez. Donc j'ai pas utilisé ça sur les premiers combats aussi. Hein, je me suis quand même rendu la vie compliquée. Mais là encore, cet élément-là, on vous explique pas ce que c'est. Les traits. Et... Il faut être curieux, il faut vraiment cliquer partout et aller tout voir. Il n'y a pas de tooltip, vous voyez. Il n'y a pas de tooltip, il n'y a rien. Si tu cliques pas dessus, tu ne sais pas ce que c'est. Donc cette interface, il y a un élément de l'interface aussi. Vous voyez, sur les portraits du personnage, il y a un 100. Mais 100, c'est quoi? Ça représente quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'éléments sur cette interface qui ne sont absolument pas expliqués. Et... c'est important quand vous faites un jeu vidéo que l'interface soit lisible, intuitive, exhaustive. Et s'il y a défaut d'être immédiatement lisible, les éléments qui la constituent sont au moins expliqués. Hein? Là, je dois avouer que l'explication, elle est pas là. Pour voir les stats de votre personnage, il faut quand même avoir l'idée de cliquer là-haut. Si vous faites un clic droit sur votre perso, vous le voyez aussi. Mais je veux dire... voilà quoi, c'est quelque chose qui devrait être
plus visible. Donc je pense que l'interface, il faut la refondre. Elle n'est pas lisible, elle n'est pas intuitive. Et je pense qu'il y a 2-3 points de gameplay à ajouter. Et si on ajoute tout ça, alors ce jeu sera tout à fait intéressant. Encore une fois, pour les amateurs de combat tactique, parce qu'il n'y a rien d'autre que du combat tactique sur ce jeu. Mais voilà, c'est un jeu qui a du potentiel. C'est un jeu qui doit sortir dans 3 semaines. Honnêtement, je pense que ce jeu mériterait quelques semaines de polish de plus. Bon, il les aura probablement pas, tant pis. C'est pas grave. À partir du moment où tu comprends un peu les différents mécanismes, ça va mieux. Là, il me reste encore quelques éléments de l'interface à bien comprendre, mais je pense que dès que je les aurai compris, voilà, le jeu passera tout seul. Après, en mode normal, le jeu n'est pas impossible, hein, à partir du moment où tu utilises les traits, bien sûr. Le jeu n'est pas impossible. Bon, derrière, il faut quand même s'y connaître un petit peu en jeu tactique. Bon, c'est pas trop mon cas, hein, je suis pas spécialiste des jeux tactiques, mais bon, tout de même, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Donc, de la même façon, la couverture, ça donne quoi? Vous voyez, Active Effects, c'est pas noté. La couverture, elle donne un bonus, mais vous ne savez pas quel bonus. Et comme vous n'avez pas tout le type sur les attaques à distance, ben, vous ne pouvez pas essayer de calculer vous-même le bonus. Donc, c'est dommage. Et c'est encore une fois, voilà, c'est... Pour moi, c'est le plus grand point noir de ce jeu, c'est son interface. Son interface, elle n'explique rien. Elle est absolument pas intuitive. Son interface me ferait presque penser à Grimoire, tant effectivement c'est un truc qui n'explique rien et qui vous laisse vous démerder avec tous les éléments du jeu. Alors heureusement, c'est pas un jeu avec autant d'éléments à comprendre que Grimoire, mais quand même. C'est un peu dommage. De la même façon, le bouton là, il pourrait s'appeler Enter, hein, parce que moi au départ, la première fois que j'ai joué, je pensais que c'était un bouton pour repousser l'action de son personnage après l'action de l'adversaire, vous voyez? Non, c'est un bouton Enter. Bon, ça mangerait pas de pain d'écrire Enter dessous, ou fin du tour, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui font que... vraiment, l'interface, c'est quand même important sur un jeu vidéo. C'est ce qui fait que les joueurs vont comprendre très rapidement ce qui se passe et vont pouvoir être scotchés rapidement par le jeu, ou que les joueurs vont être un peu paumés au bout d'1 ou 2 heures et vont arrêter parce que ils vont pas avoir envie de se prendre la tête à essayer de comprendre tous les points du jeu parce qu'on leur explique rien. De la même façon, le tutoriel n'expliquait rien. Donc ce jeu a besoin, mais réellement besoin, et c'est pas une option, c'est une obligation, hein. Il faut absolument que ce jeu arrive à terme à expliquer beaucoup plus ce qu'il fait et comment il fonctionne. Voilà, pour le reste, comme dit en termes de gameplay, il y a quelques petites choses qui manquent, mais pas grand chose. Et bon, le jeu est prometteur, il est plein de potentiel, il est intéressant. Encore une fois, il se base sur des mécanismes qui marchent. Et à titre personnel, je préfère un jeu qui se base sur des mécanismes qui marchent plutôt qu'un jeu qui cherche à trop innover. Et ce jeu, du coup, correspond bien à la mentalité que j'aime assez dans le développement d'un jeu. Donc c'est un jeu qui est intéressant, encore une fois, si vous aimez le combat tactique, et uniquement le combat tactique, ce jeu, vous y trouverez votre compte, il n'y a pas de problème, à condition de prendre le temps de comprendre tout ce qui se passe et tous les éléments de l'interface. Voilà, donc c'était une première impression après quelques heures. Donc bon, j'ai joué quelques heures, j'ai recommencé à zéro hein, et j'ai bien fait parce que la première fois j'avais enregistré une vidéo de ce jeu. La première heure que j'ai joué, j'avais enregistré une vidéo et la moitié des éléments, je ne l'avais pas du tout comprise. Du coup, je préférais jouer quelques temps, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pour derrière pouvoir montrer un petit peu plus les choses. Donc, Shieldwall Chronicles, Swords of the North, un jeu qui sort le 17 décembre, qui sera probablement intéressant et que je recommanderais probablement, encore une fois, à un public spécialisé. Ça restera clairement un jeu de niche. Ciao tout le monde!